Bienvenue dans le débat de France 24. La droite française règle ses comptes ce soir. Premier et unique face-à-face télévisé entre les deux candidats arrivés en tête dimanche dernier au premier tour de la primaire. François Fillon, loin devant, c'était la surprise avec ses 44%, un score proche de la qualification d'office. Face à lui, celui qui jusqu'à ces derniers jours avait toujours fait la course en tête. Oui, mais c'était dans les sondages. Le jour du vote, Alain Juppé a réuni 28,5%. Ils vont donc débattre dans 1h30. Et nous, sur France 24, eh bien, on en débat aussi avec Roselyne Febvre, notre spécialiste politique. Bonsoir Roselyne. Guy Geoffroy, vous êtes porte-parole de François Fillon, député Les Républicains de Seine-et-Marne et membre de la commission des lois. Bonsoir. Face à vous, Frédéric Lefebvre, député Les Républicains des Français de l'étranger. Votre circonscription couvre l'Amérique du Nord. Et vous soutenez, je précise, Alain Juppé. Également avec nous, Patrick Martin-Génier. Vous enseignez à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de politique publique et européenne. Alors, dans une tribune, dans le Figaro, 215 parlementaires de la droite et du centre lancent un rappel à l'ordre à l'attention d'Alain Juppé. Ils appellent à un débat franc et respectueux des uns et des autres. De grâce, n'utilisons pas ces gaz incapacitants que pulvérise régulièrement la gauche pour tétaniser ses adversaires. Guy Geoffroy, vous avez signé cette tribune. Qualifier un adversaire de droite d'ultralibéral, de brutal, de réactionnaire, on a franchi les limites ? Oh, il n'y a pas que ça, et je crois qu'il ne faut pas revenir dessus, puisqu'il est manifeste que depuis quelques heures, les choses s'apaisent, et c'est tout à fait normal. Et ça me permet de revenir sur votre accroche. Nous ne sommes pas là pour régler des comptes, nous sommes là pour choisir notre champion. Et pour tout faire, et nous y sommes prêts, après que le choix ait été fait par des millions de Français, pour respecter ce choix et tous ensemble travailler pour faire en sorte que ce champion soit dans quelques mois président de la République. Vous savez, il y a eu du flottement de part et d'autre, il y a eu un peu de montée de température, il y a eu de l'agressivité. Les uns et les autres, chacun dans notre camp, nous avons appelé à l'apaisement. L'apaisement est en cours. Parlons du projet, parlons du choix, et ensuite nous parlerons de l'élection présidentielle. Oui, enfin cette tribune, elle date de ce matin, donc l'ambiance était quand même celle-là. Elle a été écrite hier, et fort heureusement, depuis 24 heures, les choses s'améliorent, et j'en suis ravi. Alors on va écouter ce que disait hier Alain Juppé des soutiens de François Fillon. Le paysage politique est en train de se clarifier. Les débats 7 étaient un petit peu confus, désormais, deux candidats face à face avec leur soutien. François Fillon a le soutien de Nicolas Sarkozy, ce qui reconstitue l'équipe de 2007-2012, qui partage les mêmes idées. Nous en aurons besoin. J'observe que depuis quelques jours, d'ailleurs, les soutiens de l'extrême droite arrivent en force pour cette équipe. Moi, je suis soutenu par une grande partie de LR, par l'UDI et par le MoDem. Bref, le rassemblement qui nous a toujours permis de gagner les élections que nous ne pouvons pas gagner séparés les uns des autres. Ah, c'était avant-hier, mardi et non pas hier. Frédéric Lefebvre, votre ancien Premier ministre, celui pour lequel vous avez été secrétaire d'État, François Fillon, il est inspiré par l'extrême droite ? Non, c'est pas d'ailleurs pas du tout ce que vient de dire Alain Juppé. Alain Juppé a rappelé qu'il est l'homme du rassemblement, à juste titre. Il est soutenu, vous le savez, par la très grande majorité des centristes. Et finalement, il incarne ces majorités qu'on a connues dans notre pays, enfin on pourrait remonter même jusqu'au président Pompidou, qui sont des majorités larges. Et il soulignait à juste titre, puisque c'est la vérité, qu'un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont à la droite de la droite, on va dire, ont décidé de soutenir François Fillon. C'est un constat. C'est important, et d'ailleurs je crois que François Fillon l'a rappelé que de son côté, évidemment, jamais il n'a le moins du monde transigé avec la règle que l'extrême droite, on ne devait pas fricoter avec elle. Mais vous voyez, il y a cette capacité, on l'a bien vu d'ailleurs, et vous-même, dans les mots que vous employez, quand vous avez parlé règlement de compte tout à l'heure, non, ce soir c'est un débat, c'est pas un règlement de compte. De la même façon... On avait rarement vu quand même un tel échange d'arguments. Oui, mais vous savez, il y a eu de la tension au départ, et souvent, on en parlait avec Guy Geoffroy tout à l'heure, souvent, ça vient pas des fillonistes de la première heure, ça vient plutôt des sarkozystes qui soutenaient François Fillon
après le premier tour. Et il y a eu cette tentation, enfin, vous l'avez tous vécu dimanche, c'était Éric Ciotti et quelques autres qui expliquaient Alain Juppé doit se retirer, qui ont fait fuiter ensuite une rumeur comme quoi il hésitait. Ça a été sa première phrase d'ailleurs, et donc, Alain Juppé. ça a été sa première phrase. Donc il y a eu un peu cette tentative c'est pour ça que Guy Geoffroy très honnêtement disait tout à l'heure de part et d'autre, ça s'est un peu échauffé. Mais je pense qu'il est par ailleurs parfaitement normal que dans le débat, Alain Juppé, qui est plutôt libéral sur les mœurs, alors même que François Fillon, qui est plutôt conservateur et qui ne s'en cache pas, puissent affirmer leur position, que sur le programme économique, Alain Juppé, qui a été... Et franchement, il n'a pas été épargné, Alain Juppé, depuis des semaines et des semaines. On a expliqué qu'il était mou, la droite molle, et on l'a entendu de la bouche de beaucoup, y compris d'ailleurs dans l'entourage du candidat François Fillon ou du candidat Nicolas Sarkozy. Et il n'a pas joué au vierge effarouché à ce moment-là. Donc je pense que dans un débat comme celui-là, ce qui est important, c'est que nos compatriotes puissent parfaitement connaître les axes des programmes, la philosophie des différents candidats. Et après tout, il n'y a pas de honte. Dans beaucoup de pays, la droite conservatrice peut l'emporter, de la même façon qu'il est assez cohérent qu'une droite plus libérale, sociale, puisse s'exprimer aussi. Je n'y vois pas, en tout cas, de règlement de compte, pour reprendre votre terme. Roselyne, c'est de bonne guerre d'une certaine manière qu'Alain Juppé, qui a été sous le feu des projecteurs, dont le programme a été ausculté depuis des mois, dise aujourd'hui finalement il n'y a pas de raison que le programme d'Alain Juppé passe, que de François Fillon, qui est en tête, passe sous les radars, ou est-ce que c'est la politique de la terre brûlée? En gros, si moi je ne gagne pas, eh bien, en tout cas, il faut d'une certaine manière tomber les masques. Oui, mais vous avez raison. De toute façon, c'est une bonne guerre. C'est vrai qu'il y en a un qui est en attaque, c'est Alain Juppé, normal, puisque c'est lui qui a le plus de plumes à perdre. Et puis il y en a un qui est sur la défensive, qui joue un peu l'airbag, un peu la force tranquille, c'est François Fillon. Il a 16 points d'avance, c'est énorme. Donc Alain Juppé, il attaque l'Himalaya par la face nord. Ça va être très compliqué pour lui. Alors après, tout est possible. On voit qu'aujourd'hui, dans le fond, les médias, les sondages n'ont plus de prise sur l'opinion, parce qu'il y a eu une forme aussi peut-être de rébellion des électeurs qui ne voulaient pas d'un scénario inscrit d'avance et qui se sont dit, il y a eu en quelque sorte une sorte de vote anti-favori. Et puis le vote Fillon, c'est vrai que ce que Jean-Louis Bourlange disait tout à l'heure dans mon émission, Fillon c'est le candidat champignon, c'est celui qui a poussé en 15 jours. Et il y avait ce vote catho, ce vote caché, qui effectivement a surgi. Alors pour répondre à votre question, je crois que d'ailleurs dans le camp d'Alain Juppé, Frédéric, vous n'êtes pas tous d'accord. Certains considèrent que effectivement Juppé avait l'image trop molle. Maintenant il va avoir l'image trop dure, mais c'est vrai qu'il va à l'offensive. Et ça va laisser des traces. Il va y laisser des trucs, mais il peut abîmer son image. Mais est-ce qu'il peut abîmer aussi irrémédiablement celle de François Fillon si c'est finalement lui qui est choisi par alors effectivement, c'est fait pour ça. L'attaque, le ring. Je crois que ce soir, ça va être plus doux, peut-être. C'était vraiment entre les deux tours qu'il fallait cogner comme un sourd. D'ailleurs, il a cogné Juppé sur l'avortement, sur l'extrême droite, sur les soutiens d'extrême droite, enfin d'ex-extrême droite. C'était un peu pousser un peu le bouchon, j'ai trouvé, parce que c'était des anciens... Enfin, il faisait allusion à Jacques Bompard, entre autres. Oui, qui n'est plus au FN, et à Aymeric Choprade. Jacques Bompard n'est plus au FN, mais enfin... Oui, d'accord, enfin d'extrême droite, disons que ça ne me plairait pas beaucoup d'être à côté de lui, je préfère vous avoir, vous. On fera réagir Guy Geoffroy. Mais on peut aussi parler du soutien de Poutine, qui est aussi ambigu. Mais bon. Patrick Martin-Génier, est-ce que ça ne met pas quand même en évidence la difficulté pour Alain Juppé, qui pensait la jouer défensive finalement et rassembleur face à Nicolas Sarkozy, et qui se retrouve dans un scénario totalement inverse, c'est-à-dire un candidat finalement relativement plus consensuel, François Fillon, et surtout lui 15 points derrière, et obligé donc d'être l'agresseur? Moi, en tant qu'observateur de la vie politique, j'ai envie de dire que M. Juppé a pris un coup. On est sur un ring et il en est sorti presque KO, si vous voulez. Donc, il y a une nécessité de remonter la pente. Et pour remonter la pente, il faut cliver le discours et montrer quelles sont les failles de l'adversaire, entre guillemets. Et ce débat me paraît très, très artificiel parce que ce sont deux hommes d'État, à mon avis, relativement modérés. Ils ont été tous les deux premiers ministres. Ils
ils ont été tous les deux ministres, maires de certaines communes, et donc ils ont exercé. Et ce sont des gens de la droite modérée globalement tout de même. Et ce débat me paraît un peu artificiel, mais il faut cliver parce que M. Juppé, si vous voulez, c'est un peu comme M. Balladur au moment de l'élection présidentielle qui avait vu M. Chirac élu. Il y avait un phénomène, il y avait une bulle Balladur et M. Juppé pendant des mois, on l'a donné comme futur président de la République et d'un seul coup il descend très bas et il a énormément de retard à rattraper. Donc cette nécessité de cliver le discours politique pour combler le retard. Parce que là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a de quoi cliver. Parce que dans le fond, tout le monde s'est intéressé. Quand il y avait le débat avec les sept candidats, on était un peu paumés, on ne savait plus. On n'a pas vraiment regardé en détail le programme de François Fillon. Et en fait, le plus dur commençait dimanche soir pour François Fillon parce qu'on allait effectivement décortiquer son programme. Et c'est vrai que sur le programme économique, quand même, on le savait, on disait qu'il était thatchérien, etc. Oui. Mais c'est vrai que les 500 000 fonctionnaires, c'est quand même, c'est là-dessus que la gauche tape aussi. Et c'est vrai que sur l'aspect de politique étrangère, sur les sujets régaliens, il y a quand même des différences notables qui vont être importantes. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le fils spirituel de Jacques Chirac, c'est Alain Juppé, c'est plutôt modéré, et on avait là le fils spirituel de M. Séguin, qui était l'héritier lui-même du gaullisme social. Il n'y a plus rien de et d'un seul coup, on a l'impression que M. Fillon a fait beaucoup de revirements sur ce plan politique, effectivement. Guy Geoffron, on découvre finalement François Fillon, on découvre aussi à la fois des aspérités de son programme et même des zones d'ombre, un certain nombre de points quand même à préciser. Écoutez, vous êtes assez stupéfiant parce que vous faites semblant de découvrir. Il y a quelques semaines, lorsque François Fillon a été donné à 10%, vous étiez tous, les uns les autres, y compris ses concurrents, à dire « c'est vrai ». François Fillon a beaucoup travaillé, c'est vrai, il a un programme qui est cohérent, c'est vrai que globalement, c'est probablement le meilleur programme. Mais il est non, on disait thatchérien déjà à l'époque. Non. Vous le disiez, mais tout le monde ne le disait pas. On dit que c'était le meilleur programme. Non, mais c'était plutôt l'air du temps. Et c'était très condescendant. Il est à 10%, c'est dommage avec son programme. Et puis voilà. Les électeurs disent à tous les observateurs, à tous les sondeurs, écoutez, laissez-nous décider plutôt que de le faire à notre place. Et puis tout d'un coup, on fait semblant de découvrir le programme. C'est pas vrai. Le programme de François Fillon, il était connu par ceux qui voulaient le connaître depuis très longtemps et par les commentateurs que vous êtes avertis depuis très longtemps. Et puis, on a oublié de le dire tout à l'heure, et je crois qu'il faut le rajouter, il y a eu quand même l'impact des 3 débats télévisés où personne ne peut contester, personne, que François Fillon, globalement, sur l'ensemble de son œuvre dans ces 3 débats, est globalement sorti en tête et comme une surprise sur la forme et sur le fond, comme une surprise par rapport à ce qui avait été dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, celui dont on disait il est en bagarre pour la 3e place avec Bruno Le Maire apparaissait comme rentrant, et je me souviens avoir entendu il y a 3 semaines un commentaire d'Alain Duhamel très intéressant à ce propos, rentrant dans la catégorie des 3 présidentiables. Et à partir du moment où vous avez dit que François Fillon était ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un véritable présidentiable, les choses ont changé. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on découvre. Aujourd'hui est en lumière de manière plus vive, parce qu'il n'y a plus que 2 candidats, donc 2 projets, on découvre de manière plus vive la réalité de ce qui les rassemble et qui est beaucoup plus important que ce qui les divise. Mais en même temps... Et c'est pour ça que dimanche soir, quand le meilleur aura été choisi, et ça sera le meilleur d'entre nous de manière définitive, ça sera le nouveau meilleur d'entre nous, eh bien, vous verrez que nous serons tous derrière lui. On ne peut pas dire derrière elle, parce que ça sera derrière lui, et que nous serons tous déterminés à l'amener à la victoire en mai prochain. Geoffroy a raison de dire que il ne s'est pas caché depuis le départ, par exemple. Il a pris comme référence Madame Thatcher. Madame Thatcher, c'est 6 mois, on le sait, de bras de fer, c'est 172 un jours an avec exactement. Les mineurs, Un an avec les mineurs. Donc en termes de méthode, clairement, ça a servi sur les libéral, fonctionnaires, après, quand même, il dit clairement qu'aujourd'hui, il veut un choc. Ça a servi l'Angleterre. Il parle de rupture radicale. Avant tout, avec le Brexit. Il est... Alors après ça, ça se discute, le bilan de Mme Thatcher. Sur le chômage, on voit bien qu'il a évolué à la hausse pendant la période où elle y était. Est-ce que vous aimeriez pas, vous, à droite, avoir fait ce qui a été fait déjà, que finalement ce soit derrière vous et pouvoir aujourd'hui... Non, mais c'est même pas ça. Faire ce que fait le gouvernement britannique. Je crois que ce sont des choix, et il faut que les Français d'ailleurs choisissent. Il y a 2 méthodes différentes, clairement. C'est vrai que sur l'essentiel, les programmes économiques sont assez proches, mais il y a des vraies différences. Sur la TVA, il y a le choix d'y aller plus brutalement, plus fortement, du côté
puisque c'est 2 points sur chacun des taux, ce qui veut dire 16 milliards, alors que c'est le ministre de la Consommation qui vous parle, parce que j'étais déjà inquiet, moi, à l'époque, quand j'étais au gouvernement, et qu'on a mis en place la TVA sociale, je m'étais battu pour qu'il y ait un retour, y compris dans la baisse des charges. Vous avez mis en place avec retard. Elle était prévue pour 2007, elle est arrivée en 2012. Mais on avait eu le débat au gouvernement à l'époque. J'avais fait une note à l'époque au président de la République et au Premier ministre où je défendais une solution différente de celle qui avait été retenue. Et du côté d'Alain Juppé, on est sur une solution qui, elle, pèse sur 6 milliards. Donc, ce sont des vraies différences. 500 000 fonctionnaires d'un côté, 250 000 de l'autre. Pardon, c'est pas l'épaisseur du trait. 250 000. Supprimer 500 000 fonctionnaires d'un seul coup comme ça. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs. C'est ce que pense sans doute Frédéric Lefebvre. C'est bien, pas pareil. Attendez, juste un point. Mais on va parler du projet. Non, mais juste un point de manière très courte. Ce qui est très important de mon point de vue, c'est sur la différence. Et là, c'est pas un procès qu'on fait à qui que ce soit. Alain Juppé est aujourd'hui, dans cette campagne, un rassembleur avec des élus centristes. Aujourd'hui, il faut que François Fillon montre comment il est en capacité de rassembler, puisque chacun voit qu'il y a une candidature Macron d'un côté, qu'il pourrait y avoir une candidature Bayrou. Et donc, dans ces conditions-là, comment on peut être en capacité de battre la gauche et de battre ensuite le Front National. Voilà des enjeux qui sont importants. Je ferai remarquer quand même que François Fillon a également autour de lui, depuis le début, beaucoup de centristes. Et puis il vient de recevoir, le soutien d'un centriste historique, qui est le président fondateur de l'UDF, à ce que je sache. On va en parler après. Roselyne, on vient d'entendre là ce que disait Frédéric Lefebvre. Le peuple de droite, il a envie de se laisser convaincre par un discours de modération qui fait passer Fillon pour un libéral dur, vous pensez ? Moi, je pense qu'il y a deux droites déjà. Alors là, on voit émerger deux droites, plutôt que deux proclames, vraiment deux droites idéologiques. Et je crois que Fillon est en train de gagner cette bataille idéologique à droite, c'est-à-dire conservatrice, pour pas dire, dire ce qu'a dit Juppé, puisque c'est contesté dans le camp Fillon de rétrograde, mais en tout cas très conservatrice. L'idée d'autorité, tout à l'heure vous parliez des débats, il y a eu un moment très important, je pense, qui a fait aussi basculer, c'est dans l'émission politique sur France 2, où Fillon, dans le fond, fait un coup de génie et il dit à Charline Vanhoenacker, l'humoriste, il la renvoie poliment dans ses bars en lui disant, bon, bah voilà, c'est pas drôle, faut pas. La politique, c'est sérieux. La politique, c'est sérieux. Là, il a marqué des points parce qu'il a été là où, effectivement... Il ne cède pas à la facilité, quoi. Il ne cède pas à la facilité. Ouais. Et puis, cette droite, effectivement, catholique, qui a émergé, le mariage pour tous, on l'a dit. Et puis, surtout, les chrétiens d'Orient, hein, il l'a dit. Je pense que ça a joué sur cette droite qu'on appelle la droite en Lodène, désolé. Mais c'est vrai, et il y a cette droite de Juppé qui, peut-être, là, l'erreur, peut-être, qu'on pourrait considérer de Juppé, c'est que Juppé a voulu aussi parler à la gauche, alors que Fillon n'a parlé qu'à la droite. Et on en reparlera dans un instant. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre débat. Jusqu'à samedi, remise de 40 à 70% sur toute la collection. Comme Casaletto 3 places à 299 €. Faites vite! Poltrone sofà, artigiani della qualità. En 2017, deux élections importantes auront lieu en France, l'élection présidentielle et les élections législatives. Vous résidez à l'étranger et vous souhaitez voter à l'étranger pour ces deux élections? Connectez-vous vite sur le site service-public.fr, rubrique Résider à l'étranger. Vérifiez que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale consulaire, actualisez vos coordonnées et vos options de vote si besoin. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous en ligne avant le 31 décembre 2016. Plus tard, ce sera trop tard. Votez à l'étranger.gouv.fr. Sport, présenté par Benoît Perrochet. Avec France 24, retrouvez le meilleur de l'actualité sportive. Les plus belles images, les plus fortes émotions et tous les résultats. Sport, à voir sur France 24 et sur france24.com.
retour dans Paris Direct. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 24 novembre. La Colombie à nouveau sur la voie de la paix. Un accord a été conclu entre les FARC et les autorités. Prochaine étape, le vote des parlementaires. Pas question cette fois de risquer un nouveau rejet par référendum. Le Parlement européen lui recommande de geler les négociations d'adhésion avec la Turquie. Résolution non contraignante votée par une large majorité des députés à Strasbourg. Décision nulle et non avenue, répond Ankara. Et puis qui sera le candidat de la droite et du centre à la présidentielle d'avril prochain en France? Le duel de ce soir peut être décisif, unique face à face télévisé entre François Fillon et Alain Juppé, les deux finalistes de la primaire. Et on en parle tout de suite. Retour au débat de France 24. Débat avec le son et sans les images pour le générique, c'est le retour. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est avec Roselyne Fèvre à nos côtés, spécialiste politique à France 24. Guy Geoffroy, vous êtes porte-parole de François Fillon, député Les Républicains de Seine-et-Marne. Frédéric Lefebvre, vous soutenez-vous Alain Juppé, vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger. Votre circonscription couvre l'Amérique du Nord. Et également avec nous Patrick Martin-Génier, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes spécialiste de politique publique et européenne. Patrick Martin-Génier, on a aujourd'hui une configuration qui est évidemment rebattue après cette surprise de dimanche dernier, c'est 44% pour François Fillon. On évoquait à l'instant les bonnes performances de François Fillon qui lui ont sans doute permis de prendre son envol auprès d'une partie de l'opinion à droite. Est-ce qu'au contraire, on ne peut pas reprocher à Alain Juppé finalement une forme de timidité d'avoir géré son avance et de ne pas s'être suffisamment démarqué jusqu'à présent? Je pense qu'effectivement, ça a été une erreur de stratégie, parce que M. Juppé est quelqu'un de qualité, comme M. Fillon d'ailleurs, mais il a surestimé sa capacité à pouvoir rassembler au début. Je dirais qu'il y a, sous la Ve République, quelque chose qui est très important. Il y a un premier tour et un second tour. Et au premier tour, il faut rassembler ses électeurs plutôt que de rassembler au second tour. On peut, parce que dans les grandes démocraties, il faut essayer de faire du consensus, de faire venir à soi des voix du centre. Et effectivement, je crois qu'Alain Juppé s'est présenté d'emblée comme un candidat du second tour en disant j'ai avec moi M. Bayrou dont on ne sait plus toujours ce qu'il pense exactement, j'ai avec moi les centristes et donc je suis un candidat du consensus. Or, et M. Fillon je crois l'a bien compris, il y a une tendance aujourd'hui droitiste de l'électorat, d'ailleurs il n'y a pas qu'en France, on le voit en Hongrie, on le voit en Pologne, on le voit dans cette montée de ce nationalisme d'État, de ces voix populistes et une capacité des partis politiques à rassembler. Je crois que M. Fillon l'a bien compris en rassemblant cet électorat, non pas pour mordre sur l'électorat du Front National, mais pour bien faire valoir qu'il avait compris le sens du message des électeurs. Et c'est en ce sens, à mon avis, qu'on peut expliquer son succès. C'est assez gramscien d'ailleurs, c'est-à-dire que je parlais de bataille idéologique tout à l'heure, c'est qu'on gagne la bataille des idées avant de gagner la bataille électorale. Alors ne parlons pas trop vite, mais en tout cas, l'enseignement du premier tour, c'est qu'il y a quand même un basculement. Avec des nuances, me semble-t-il. D'abord, il y a des exemples dans le monde entier. Dans ma circonscription, le Canada a envoyé M. Trudeau, qui est l'exemple inverse de ce que vous venez de dire. Il y a eu M. Trump aux États-Unis. Il y a eu M. Trump aux États-Unis. Ça aussi, c'est le contre-exemple. Oui, mais bien sûr. Non, c'est pas le contre-exemple. M. Trump va dans le sens de ce que vous disiez. Dans le sens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. Et ensuite, on peut mobiliser une majorité d'électeurs de droite aujourd'hui en France en leur faisant peur avec le libéralisme ultra, d'une certaine manière. C'est un argument. Non, mais c'est pas le sujet. Le conservatisme sur les valeurs familiales. Mais enfin, je pense que Alain Juppé n'est absolument pas dans la logique de faire peur à qui que ce soit. Il veut simplement, et d'ailleurs, je pense que le débat va permettre aux deux hommes, qui sont tous les deux des hommes d'État, je le rappelle, qui ont gouverné l'un et l'autre ensemble, qui ont d'ailleurs appartenu chacun au gouvernement de l'autre. Ça va leur permettre de dire leurs différences. Ça fait partie des différences. Il y a des vraies différences aujourd'hui sur, on l'a dit, sur le programme économique. On pourrait parler de la politique étrangère. Il y a de vraies différences aussi sur la politique étrangère. On a du côté de François Fillon, et il le dit d'ailleurs de manière très claire et très précise depuis des années, la volonté de créer un axe fort avec la Russie, alors que, évidemment, Alain Juppé, lui, veut continuer de discuter avec nos amis russes, mais est beaucoup plus dans une logique d'axe
européens. Donc on voit bien que ce sont des d'ailleurs ce sont des courants qui s'affrontent depuis très longtemps. Mais sauf que le débat aujourd'hui, on a l'impression qu'il porte exclusivement autour des positions de François Fillon, comme on a pu avoir le sentiment avant le premier tour que c'était les propositions de Nicolas Sarkozy qui mais justement, je pense que de dans l'analyse que vous faites tous depuis tout à l'heure, vous avez oublié juste une chose, un détail sur le premier tour. C'est que et notamment dans l'analyse que vous faisiez tout à l'heure en expliquant il faut faire campagne pour son camp, ils ont oublié. Non, il y a d'abord une première chose, c'est que les yeux étaient braqués sur Nicolas Sarkozy en grande partie et qu'une grande partie de l'élection s'est faite sur le rejet de Sarkozy. Sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Et c'est celui-là que personne n'avait anticipé. Et, quand même, si. Enfin, pas à ce point. Le tout sauf Sarkozy. Non. Le tout sauf Sarkozy, vous savez, je l'ai vécu à des époques où ça l'a pas empêché de brillamment gagner des élections. Donc justement, vous aviez vécu l'époque du tout avec Sarkozy. Et vous l'avez quitté. Non, mais c'était tout sauf Sarkozy à l'époque du côté de la presse. Et c'est pas pour autant. 2007. C'est pas pour autant que les Français ne votaient pas pour Nicolas Sarkozy. Là, cette fois-ci, c'était très clair pour ma part. Je l'ai vu pendant toute cette campagne, il y avait cette volonté, y compris quand moi-même j'étais candidat à la primaire. J'ai vu à quel point nos compatriotes étaient dans cette logique de rejet. Et ça a évidemment pesé sur les votes, puisque personne n'avait imaginé qu'il serait aussi bas au soir du premier tour. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité. Il faut bien mesurer, souvenez-vous de la primaire à gauche, 500 000 électeurs qui avaient voté au premier tour n'avaient pas voté ensuite au second tour, et 1 million d'électeurs qui, eux, n'avaient pas voté au premier tour étaient venus voter au deuxième. Ça n'avait pas du tout changé la tendance du premier tour. Donc je considère, moi, que vous seriez prudents les uns et les autres, de ne pas annoncer, comme vous l'aviez tous annoncé, pour Alain Juppé, qui serait le grand vainqueur du premier tour, avant de dire que le grand vainqueur du deuxième tour, c'est François Fillon. Attendez le débat. Attendez de voir la confrontation des idées et attendons de voir ce que vont décider les électeurs. Guy Geoffroy, je vais vous laisser répondre. Il y a quand même des zones d'ombre à éclaircir dans le programme de François Fillon, puisque un certain nombre de gens le découvrent aujourd'hui à la lumière, évidemment, de sa première place et de loin au premier tour de cette primaire. Ce déficit budgétaire qu'on laisse filer d'une certaine manière à un peu plus de 4,5% du PIB en 2017. Autant dire qu'on s'éloigne quand même de beaucoup des contraintes européennes. Et puis cet objectif très ambitieux de réduction du nombre de fonctionnaires, 500 000, est-ce que ça veut dire qu'on va aller bien au-delà de ce qu'on appelle la fameuse règle du 1 sur 2 et qu'on ne remplacera finalement aucun départ à la retraite? Non, c'est pas ça du tout. Je comprends votre présentation qui s'efforce d'être simple, mais il faut se méfier de ce qui est trop simple, ça devient simpliste. Quand François Fillon dit nous devons, sur 5 ans, et non pas immédiatement comme vous le pensiez tout à l'heure, diminuer de 500 000 les effectifs de la fonction publique. Ça passe par une diminution, effectivement, du nombre de fonctionnaires, mais ça passe plus généralement par une diminution, à côté du nombre de ceux qu'on appelle strictement des fonctionnaires, de tous les agents qui exercent dans la fonction publique, y compris dans les collectivités publiques. Y compris, non, mais c'est ça qui est le sujet. Ce que vous oubliez de dire, et que je vais vous rappeler... La fonction publique territoriale. Non, on va y revenir, mais laissez-moi finir. Ce que vous oubliez de dire, et que vous n'ignorez pas pourtant, c'est que... Et ça fait différence. Au même moment où il annonce cela, François Fillon dit qu'il va faire passer l'horaire hebdomadaire de travail des fonctionnaires de 35 à 39 heures, payé 37. Payé 37. Mais alors l'économie, elle sera de combien au final ? Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. On peut très bien contester cela. Par contre, il y a une logique interne, une cohérence interne au propos. Quand vous passez de 35 à 39, automatiquement, vous augmenter le volume global effectué par des agents qui seront moins nombreux, et vous n'êtes pas amené à supprimer des postes, donc à diminuer le service aux administrés. Et oui, mais si vous les payez à 37 heures, vous ne réalisez pas l'économie escomptée non plus. Vous en réalisez une partie, et vous ouvrez des champs entiers, d'amélioration des carrières, alors que depuis un certain nombre d'années, les fonctionnaires souffrent de carrières bloquées, de salaires bloqués et de perspectives supprimées. C'est un pari sur une nouvelle donne dans la fonction publique et plus généralement dans la sphère publique. Et vous évoquiez les collectivités territoriales. François Fillon a été le premier à dire encore très clairement hier que bien évidemment, nous n'avons pas la main
quand on est au gouvernement sur la fonction publique territoriale ou sur la fonction publique hospitalière, mais il y a un mouvement de fond qui consiste, à l'inverse de ce qu'ont fait les socialistes sous Jospin, à dire qu'il vaut mieux avoir moins de fonctionnaires, mieux payés et mieux mobilisés par les possibilités d'évolution de carrière sur leur mission, que beaucoup de fonctionnaires démobilisés, sous-payés et précarisés. C'est un pari et il ne doit pas être traité à la légère comme, malheureusement, par simplisme, on a tendance à le faire. Patrick Martin-Génier, c'est efficace et est-ce que c'est faisable, tout simplement? Alors, c'est efficace sur le plan électoral, mais moi j'aimerais bien savoir de quel fonctionnaire on parle, si vous voulez. Parce que on parle de fonctionnaires d'État. L'autre jour, je voulais aller aux impôts. Les impôts étaient bloqués parce qu'on ne pouvait plus rentrer. Il y avait un problème d'effectifs. Alors, on va encore diminuer les effectifs dans l'administration fiscale. Moi, j'ai travaillé avec Raymond Barre à Lyon, à la métropole de Lyon. Et c'était quelqu'un qui savait gérer ses effectifs. Et alors, puisqu'on parle de programme, moi j'ai lu le programme de M. Fillon et celui de M. Juppé. Chez M. Juppé, j'ai l'impression qu'on veut essayer effectivement d'être un peu plus consensuel, de discuter, de passer par la voie contractuelle. Et je me suis Fillon, par ordonnance quand même. Non, voilà. Et chez M. Fillon, j'ai dit on va imposer, enfin c'est ce que j'ai lu, je peux me tromper, mais on va imposer des économies aux collectivités territoriales via la réduction des dotations financières. C'est ce qui se passe déjà, mais c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Non, mais c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a ce qu'on dit et ce qu'on va faire en réalité, parce qu'il y a un principe de libre administration des collectivités territoriales, et si vous coupez trop les subsides aux collectivités, ça risque de créer des problèmes juridiques. Alors, lorsque vous allez dans les zones de désertification rurale et que vous n'avez plus le postier, même si c'est devenu un établissement public, le postier ne va plus distribuer les lettres dans les régions reculées. Par exemple, dans la région de l'Ain, que je connais un peu mieux, il va falloir marcher à pied pour aller chercher ses courriers. Il y a certains bus qui vont diminuer. Qu'est-ce qu'on veut réduire? De quelle façon? Et là, c'est le flou le plus total. On part quand même de très haut dans la dépense publique en France. Est-ce que je veux dire, et dans la taille de l'administration. C'est normal que les responsables politiques veuillent réduire les dépenses publiques, mais vous savez, aujourd'hui, les Français n'aiment pas le fonctionnaire, c'est un peu le bouc émissaire. Mais en réalité, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on continue à avoir des services publics, et il faut essayer de faire la synthèse entre tout cela, pour essayer, parce que le fonctionnaire, eh bien, le service public, les Français en ont encore envie, ce qui n'empêchera pas de faire des économies, mais il ne faut pas que ce soit de façon indifférenciée. Oui, mais surtout le problème des fonctionnaires, quels sont ceux qui sont visés? Est-ce que les policiers, dans une période troublée et tragique qu'on vit, est-ce que vous imaginez supprimer... Dans la justice aussi. Voilà, donc il y aura 2 poids 2 mesures. Il y aura des fonctionnaires dont on dira dans le fond ils foutent rien, il faut qu'ils bossent plus, etc. Et puis les policiers... Se poser également la question de fond qui est celle de... Qu'est-ce qu'il revient à l'État et plus généralement à la puissance publique de faire? Et qu'est-ce que l'État et la puissance publique plus généralement n'ont plus vraiment à faire? Dans le domaine justice, sécurité, le privé défense, qui prend le on est dans le régalien et bien évidemment, il faut que le paquet soit mis là-dessus. C'est la Big Society. Frédéric Lefebvre, c'est juste une question de curseur ou il y a une différence de philosophie? Non, alors sur la philosophie, je pense que nous sommes parfaitement d'accord. Et d'ailleurs, cette philosophie, c'est la philosophie que nous avons appliquée, je rappelle, avec 150 000. En réalité, le solde, c'était 150 000 fonctionnaires en moins. Oui, le 1 sur 2. Sur le quinquennat. Mais on vous l'a beaucoup reproché dans la police. Non, mais c'est pour ça que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, il y a une grande différence, puisque François Fillon dit très honnêtement, moi je ne veux pas embaucher de policiers nouveaux, je veux réorganiser les choses. Absolument. Alain Juppé dit, je veux embaucher 10 000 policiers de plus. Les magistrats, on est sous-équipés en magistrats. Par rapport à tous les autres pays européens, il faudra évidemment... C'est dans l'éducation nationale que vous Il faudra évidemment embaucher... Non mais, pardon, je suis en train de vous expliquer que justement, autant le chemin sur 5 ans de 250 000 me paraît raisonnable, autant le chemin sur 5 ans de 500 000 me paraît... Disons, pour être aimable. Vous avez baissé de 50 000. Mais ces chiffres, 250 à 300 depuis 200 000. Non, mais vous savez, vous faites moins 250 000 sans augmenter les horaires, c'est exactement pareil que moins 500 000 en augmentant les horaires. Quel fonctionnaire on parle? Je termine juste parce que, cher Guy, nous augmentons aussi le temps de travail globalement dans le pays. Mais sauf qu'on est dans 2 voies, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Il y a d'un côté la voie de la négociation, de la discussion. De l'autre côté, François Fillon, lui, fixe des obligations. 37 heures au lieu de 35. Mais ce qui est important, 39 heures sur le nombre de fonctionnaires, ce qui est important, c'est que il faut bien comprendre qu'il y a toute une partie, évidemment, qui va être générée par le non-remplacement de départ à la retraite. Il y a
ce qu'on oublie, qui n'a pas été dit par Guy, mais il y pense sûrement comme nous, évidemment, qui est l'âge de la retraite, puisque à partir du moment où on repousse l'âge de la retraite... 65 ans pour François Fillon. Tout à fait. Donc, l'ensemble de ces éléments forment un équilibre. Nous pensons que 500 000, ça n'est pas atteignable. Et l'argument selon lequel les agents publics contractuels, qui sont donc pas les fonctionnaires en tant que tels, peuvent être directement visés, me semble-t-il, à l'épreuve des faits, c'est quasiment impossible de le mettre en place, puisque la plupart des agents contractuels sont des gens qu'on embauche parce qu'on est en forte tension sur des secteurs où justement on n'est pas en situation de mettre des fonctionnaires ou d'embaucher des fonctionnaires. Donc c'est la raison pour laquelle cet objectif de 500 000 ne nous paraît pas réalisable. Mais sur la philosophie elle-même, on est parfaitement en phase. Et je pense que c'est indispensable pour le pays. La gauche aussi était en phase avec vous, parce que la gauche a réduit les effectifs des fonctionnaires également. Enfin, pardon. Alors ça... Dans le service public, ça, beaucoup se plaignent du manque de et sur la question des fonctionnaires, sur les dotations, moi par exemple, quand j'étais candidat, je faisais la proposition d'une grande réforme qui est le revenu universel. Savez-vous que le maquis social, c'est-à-dire toute la gestion du système social, je ne parle pas de l'argent qui va dans la poche des gens, la gestion, c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros de fonctionnaires qui pondent des réglementations, de fonctionnaires qui viennent sanctionner. Vous pensez qu'on a les moyens pour payer un revenu à tout Français aujourd'hui? Attendez, je voudrais terminer sur ce qu'on disait à propos des fonctionnaires. Faisons un tout petit peu d'histoire récente. On note que depuis 20 ans, il y a dans toutes les fonctions publiques 1 million de fonctionnaires en plus. Les 35 heures sont passées par là. Si vous passez de 35 à 39 heures, on ne reviendra pas sur le million, mais envisager de revenir sur la moitié n'est pas si insensé que cela. Oui, mais enfin, les enseignants, par exemple, on sait très bien qu'ils ne sont pas à 35 € aujourd'hui. Mais oui, non, mais c'est un équivalent 35 heures. Oui, mais c'est aujourd'hui le premier employeur de France et de la fonction publique. Mais il est clair que... En partant toujours de la différence entre les heures devant élèves et les heures qui ne sont pas faites devant élèves, vous parlez à un ancien proviseur de lycée qui connaît un peu le sujet, il y a largement matière à discuter avec le monde de l'éducation et à faire aussi bien... Discuter ou imposer ? Discuter. On peut difficilement faire plus mal que ce qui se passe aujourd'hui avec sans cesse des moyens supplémentaires. Donc il faut, je crois, avoir de la détermination. On ne peut pas d'un côté dire il y a trop de dépenses publiques et de l'autre côté trouver les bons arguments à chaque étape pour dire on n'y arrivera pas. Il faut qu'on y arrive, il faut un projet, il faut une ambition, il faut une détermination. Roselyne ? Non, moi ce que je voudrais dire c'est que dans le fond j'ai l'impression que de part et d'autre il y a peut-être un manque de vision. Est-ce que c'est dans le fond le nombre de fonctionnaires qui est le vrai sujet, plus, moins, pas assez, c'est quand même 2 tiers de la dépense de fonctionnement. Non, j'entends bien, mais est-ce que par exemple sur l'éducation, c'est pas plutôt un changement total d'aller voir le fameux pédagogisme qui a tué l'école? C'est pour ça que ça sert à rien. C'est pour ça que je trouve qu'on est... Moi, je vais vous donner des exemples très concrets. À l'hôpital, par exemple, moi, quand on parle d'aide-soignant, moi, très bien qu'on en embauche. Le problème de l'hôpital en 20 ans, c'est qu'on est passé d'un directeur d'hôpital à un directeur plus 10 directeurs adjoints. Et tout notre système, mais bien sûr, tout notre système ne cesse de grossir. Quand on voit le système français ne cesse pas laissé finir ma démonstration, c'est-à-dire sur l'éducation, l'exemple, c'est de ne pas revoir le système. Aujourd'hui, l'illettrisme, les enfants qui rentrent en 6e qui ne savent pas lire, on est régulièrement dans les classements PISA dernier de la classe, c'est le cas de le dire, et je trouve qu'il y a une vision comptable des choses qui n'est pas réellement, dans le fond, c'est pas ça qu'il faut changer. Pour être honnête, dans les deux projets sur l'éducation, c'est ce que fait Macron. Dans les deux projets sur la révolution de Macron. Les deux projets sur l'éducation, que ce soit celui de François Fillon ou celui d'Alain Juppé, il faut regarder le projet sur l'éducation. Là, on parle d'une autre question qui est de savoir la masse on va pas ouvrir tous les dossiers publique. Oui, on va pas ouvrir tous les dossiers. Patrick Martin-Génier. Oui, il faut aussi aller voir dans nos voisins européens ce qui se passe. Bon, il y a certains pays, il n'y a plus de statut de la fonction publique. Il y a beaucoup de contractuels. Il y a une augmentation de la contractualisation en France. Le problème, il est peut-être ailleurs aussi. Il est aussi celui de la compétitivité des entreprises, de la fiscalité sur les entreprises. Et je crois que les deux candidats ont quand même des projets là-dessus. Est-ce que tout se concentrer sur les fonctionnaires, est-ce que c'est vraiment le débat de fond qu'on fasse des économies? Je suis absolument d'accord. Mais il y a aussi la compétitivité des entreprises, l'imposition. Mais la compétitivité
compétitivité, les charges, n'est pas lié. Les charges qui pèsent sur les acteurs. C'est le drame de la France. Mais c'est pas en licenciant des fonctionnaires. Le drame de la France, c'est que le système. Voilà, diminuant la fonction. Non, on va pas tous parler en même temps. Mais bien sûr, beaucoup mieux intervenir de manière intelligente en soutien. Il faut notamment, par exemple, en matière de santé, arrêter en permanence ce sont toujours les médecins ou les patients, au lieu que ce soit le système qu'on fasse maigrir. On l'a fait maigrir. Mais vous plaisantez. Il y a des plateaux qui ont fermé. Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est toujours les médecins qui trinquent ou les patients. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le système de gestion, celui qui ne cesse de grossir, y compris dans notre fonction publique. Vous le savez parfaitement. À chaque fois qu'il y a un fonctionnaire, et notamment un haut fonctionnaire, qui se retrouve dans des inspections, tout ça, c'est spécifique à la France. Ça n'existe dans aucun autre pays. Regardez le travail qu'a fait le Canada. Est-ce qu'on a besoin de mettre en œuvre tout simplement ces réformes quand on voit que finalement le chômage baisse déjà en France? C'était le cas ce mois-ci, c'était le cas pour le mois d'octobre, c'était le mois pour le deuxième mois d'affilée. Écoutez, on ne peut pas dire ça en souriant quand on sait ce que nous écoute, on réélit M. Hollande et on attend 25 ans que le chômage baisse réellement. Non, ce n'est pas extrêmement sérieux tout cela. Pour vous, la baisse du chômage n'est pas une réalité, cette baisse de 100 000 demandeurs d'emploi depuis le début de l'année. Il y a une baisse du chômage depuis un an, mais le bilan de M. Hollande est encore plus pénible pour les Français que les difficultés que nous avions rencontrées dans une période qui était complètement différente de 2008 à 2011. Le bilan de M. Hollande, c'est plus 1 million de chômeurs en moins de 5 ans. Et ça, c'est accablant. La droite, ça a été 500 000 sous cette Et tant mieux qu'il y en ait 100 000 de moins. Avec la crise financière qui était un choc beaucoup plus violent que ce que M. Hollande a eu à faire, qui était finalement la queue de comète de la grande crise de 2008. Ne disons pas aujourd'hui que tout va mieux sur le front du chômage. Moi, je suis très content pour les 13 000 chômeurs de moins du mois dernier, mais n'allons pas dire que ça y est, le pari de Hollande est gagné, que la courbe du chômage est inversée. Qu'il y ait moins de chômage. Mais bien sûr, mais je suis très heureux qu'il y ait moins de chômeurs, bien sûr. Mais de là à dire que ça y est, il n'y a plus rien à faire, il faut plus se poser de questions, parce que enfin la courbe est inversée, c'est aller un peu vite en besogne. Non, mais on n'a pas dit ça. On arrêtera en tout cas ce débat sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup. Merci. On peut être d'accord de temps en temps. Mais nous sommes d'accord. Vous allez sans doute. Vous nous mettez d'accord. Non, mais à partir de lundi, vous serez sans doute d'accord derrière votre candidat commun. Du moins, on l'espère pour vous. Merci beaucoup, Guy Geoffroy. Merci également à Frédéric Lefebvre, à Roselyne Febvre et à Patrick Martin-Génier d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans un instant. C'est l'actualité, cette fois vue du net avec Karim Yayaoui. Un œil sur les médias. On reste.